Bonjour Sophie, Bonjour Marc. ravi de vous retrouver ici. On a pas mal échangé sur alors LinkedIn, hein, comme tout le monde, hein, forcément. Après, on s'est parlé et on a vu qu'il y avait pas mal de choses à échanger. Mais d'abord, euh, qui êtes-vous, Sophie? Alors, je suis Sophie Chanceau, j'ai, au jour où on se parle là, 57 ans et j'ai donc, à force 34 années, d'expérience opérationnelle, derrière moi, dont 17 passées dans un grand groupe anglo-saxon, dans des départements, commerciaux et pendant ces 34 années, j'ai dû en fait très tôt, combiner, la réalisation d'objectifs opérationnels avec, la notion d'accompagnement du changement. En tant que salarié, dès 2004, j'accompagnais en fait la transformation du groupe. J'étais dans le groupe Xerox, la transformation du groupe, auquel j'appartenais et sans en avoir d'ailleurs conscience, je le faisais, comme monsieur Jourdain et c'est vraiment un bilan de compétences qui m'a montré, qui m'a pointé au-delà de mes responsabilités, commerciales, toute cette dimension d'accompagnement du changement, non outillé qui était la mienne et dont j'ai vraiment voulu, faire, mon métier en tant qu'indépendante. Donc en 2010, j'ai passé une certification de coaching, à HEC pendant une année, D'accord. et dès, 2011, enfin en 2009 HEC et dès 2011, j'ai, créé mon propre cabinet Sophie Link, Mhm. qui est à la croisée entre du conseil et du coaching. Je travaille à faire évoluer des pratiques managériales, des postures individuelles et à renforcer la collaboration entre les équipes et cette fois-ci, outillée, pas comme quand j'étais chez Xerox où je le faisais comme monsieur Jourdain. Je suis au service de dirigeants, de managers, d'équipes, qui veulent transformer donc leurs relations à eux-mêmes et la relation aux autres pour Mhm. justement aborder des défis, complexes avec plus d'efficacité, plus de durabilité et puis aussi un mieux-être, accru parce que voilà, c'est à quel prix on transforme, on agit, et cetera. Donc comme je disais, j'utilise du conseil et des postures en mode conseil et en mode coaching, et donc pour servir les gens qui souhaitent, devenir acteurs de changement pour eux-mêmes déjà et pour les autres, construire et participer à des collectifs, efficaces dans des contextes complexes ou de transformation. Mhm. Heu et puis donc savoir comment faire pour rester engagé sans se brûler les ailes. Encore une fois, cette notion de durabilité m'est très chère. Je travaille vous me demandiez l'autre jour, quel est mon marché cible. En fait, en type d'entreprise, je n'ai pas de marché cible parce que depuis Xerox et depuis, 2010 en tant que avec mon cabinet Sofilink, j'adresse des marchés vraiment très divers en termes de taille d'entreprise. Chez Xerox, je travaillais avec des grands comptes, donc comme le groupe, EADS à l'époque, maintenant ça s'appelle Airbus. On travaillait à l'échelon européen donc et j'ai changé d'industrie market pendant les 17 années où j'ai travaillé dans ce grand groupe, donc à chaque fois avec une nécessité de recomprendre les marchés des grands groupes que j'adressais et depuis Sofilink, j'adresse autant des grands groupes aussi, je suis référencée dans des groupes comme SNCF, L'Oréal, AEMA Group et cetera, que des PME, locales, que des startups. Pendant 3 ans, j'ai été, la coach, de l'incubateur de Centrale Supélec, donc je coachais les Mhm. start-upers, en groupe. Pour le coup, c'était du coaching, de groupe, donc des startups, des ETI et on se faisait la réflexion ensemble, l'autre jour et je le constate aussi de mon côté que, il y a vraiment tout intérêt aussi à vraiment prendre soin des plus petites entreprises qui sont peut-être moins, bien, heu, loties en termes d'accompagnement de tous ces registres managériaux, pardon et humains, que des grands groupes qui sont très outillés. Oui, il y a les équipes pour et dans les petites entreprises, si le patron a pas cette culture, cette sensibilité, effectivement, il y a pas, quoi. Exactement, exactement. Donc j'aime bien me présenter en tant que sparring partner
pour parler français, des leaders que j'accompagne. C'est des termes de boxe ça, hein? Oui, exactement. Mais c'est un terme qui a été employé, et qui correspond effectivement à ce que je fais. Je suis pas la seule à l'employer et donc c'est pour les leaders que j'accompagne, leader pouvant être tout autant un DG qu'un manager, hein, ou un directeur, Mmh mh. de BU. Le plus haut niveau que j'accompagne en tout cas, par rapport à un sujet. Donc en les soutenant déjà eux-mêmes à travailler leur posture personnelle dans 2 axes, donc c'est-à-dire ce qu'ils sont, donc dans l'être eux-mêmes et dans ce qu'ils font en tant que pilote du changement, c'est-à-dire qu'est-ce qu'ils vont mettre en place, en tant que tels. Donc j'ai vraiment, Mmh. après ça, une approche qui est systémique, puisque j'observe et j'interviens, et je prends soin de tous les étages. Je vais vraiment m'interfacer en pilotage avec le plus haut niveau donc que je disais, c'est-à-dire le directeur, le Mmh DG, mh. et cetera. Analyser l'écosystème de mes clients, aller m'appesantir sur l'historique de ce que de ce qu'on est en train d'accompagner, l'écosystème global, où sont les acteurs, les sponsors, d'aller regarder où sont les effectivement les fameuses résistances, les forces inexploitées, pour aller vraiment identifier les leviers de transformation et créer des dispositifs, à chaque fois, sur mesure, le plus léger possible, mais plutôt avec une notion de durée, une notion de coordination et qui garantit, évidemment, une forte confidentialité à tous les étages et finalement une posture de neutralité. Oui, vous voulez intervenir? Non, 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 j'écoutais. Et donc voilà, c'est comment rendre tous ces étages, autonomes, et efficaces dans leur Mmh mh. capacité à adresser les situations opérationnelles complexes et les transformations dans cette logique de rester engagé, sans se brûler les ailes. J'interviens seule ou avec des partenaires. J'ai tout un réseau de partenaires, Mmh mh. avec lesquels je peux intervenir, soit parce que j'ai besoin de staffer, sur les mêmes compétences que les miennes, soit parce que je vais aller chercher des compétences connexes et pour ça, j'interviens par exemple mon cabinet fait partie d'une communauté de conseil qui s'appelle Adviso, qui intervient depuis plus de 20 ans dans l'accompagnement des transformations en entreprise. Et Mmh vous mh. me demandiez l'autre jour ce qui me différencie, ce qui me différencie, c'est vraiment une expérience, concrète. C'est-à-dire que quand j'accompagne les gens, en fait, j'accompagne sur des défis que j'ai moi-même vécus en entreprise, y compris un risque de burn-out puisque, comme je vous disais tout à l'heure, j'ai un peu travaillé en mode non outillé. Et moi, on parlera peut-être tout à l'heure, plus spécifiquement, Mmh mh. j'accompagne, souvent avec le disque, les couleurs. Moi, j'étais jaune pour ceux qui connaissent, c'est-à-dire, très dans le mode relationnel et moi, je me suis brûlé les ailes à faire que du mode relationnel une des premières choses que j'ai voulu travailler, que c'est quand j'ai fini cette première partie d'expérience, c'est comment effectivement on peut se mettre dans cet état-là, heu, simplement pour accompagner, des choses en entreprise et donc effectivement, voilà, ce que je veux dire, c'est que, j'ai ce que j'accompagne, je l'ai pratiqué et depuis, 15 ans, bientôt 16, je continue aussi d'être sur le terrain et de pas être en mode, juste théorique, puisque j'accompagne mes clients de bout en bout, du conseil, mais aussi aux résultats, donc ancré dans des discours, pas trop théoriques, mais plus, liés au réel. Bah, merci. Donc je pense que les gens ont compris. On va parler, de comment embarquer, les équipes, sans forcer, hein. Et juste avant de lancer l'enregistrement, je parlais dans le cas janvier de cette année, je travaillais sur une évolution d'outils, c'était quelqu'un dans la plasturgie, puis je lui demandais, comment ça allait fonctionner avec les équipes et il m'a dit: «Non, non, vous inquiétez pas, les équipes vont suivre». Je pense qu'on peut faire mieux. Oui. Et du coup, voilà, ça m'intéresserait de voir un petit peu comment vous faites, pour faire mieux justement et de commencer par, heu, embarquer les équipes, dans le changement, quoi. Oui, oui. Comment, je en y réfléchissant, je me disais effectivement, je suis souvent appelée pour, plutôt, faire mieux, effectivement, pour regarder comment on accompagne les équipes dans le changement. Mais je me disais aussi que je suis souvent pas appelée pour ça. Alors quand je dis je et puis je pense des gens qui font la même chose que moi. Mmh mh, C'est-à-dire qu'il y a mmh mh. beaucoup de situations, finalement,
où on n'est pas appelé pour ça et où ce que vous venez de dire est souvent la pratique. C'est-à-dire, bah, c'est on y va, on serre, tout ce qu'on peut serrer et puis, bah, marche ou crève et puis il faut que ça marche Ouais, ouais. et donc c'est effectivement à quel prix tout ça se passe et j'avais fait un post sur LinkedIn récemment à la rentrée des grandes vacances, qui avait très bien marché d'ailleurs, où je disais: «C'est le changement, c'est vital et les résistances au changement, c'est juste naturel», où je commençais par une étude de McKinsey qui datait de 2020, qui disait que 70 des initiatives de transformation échouaient. Ah, oui, oui, alors c'est intéressant, c'est un chiffre que j'avais entendu il y a fort longtemps et je savais pas que ça venait de McKinsey et Oui, effectivement, moi, je me souviens d'un projet, je peux pas donner trop de détails, mais qui a coûté plusieurs centaines de millions d'euros et qu'on a fini par jeter à la poubelle, tout voilà, simplement. tout simplement. Là, ça a pas coulé la boîte, mais ça a coûté la tête, d'un des grands patrons, quoi. Voilà, tout Et simplement. ça brûle du cash et ça brûle des gens au passage, quoi, ouais. Parce que souvent, on va se focaliser sur le qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce qu'on doit faire ensemble? Avec un peu de chance, on va être pointu, on va réussir à exprimer le pourquoi, le sens. Mais c'est souvent moi, là où j'accompagne les gens, c'est on va oublier de parler du comment. Comment on va le faire ensemble? Et Mmh et mh. et et mmh, alors même que, déjà ce dont il faut vraiment avoir conscience, c'est que le changement, donc on le disait, hein, c'est une nécessité, on doit toujours être en mode, agilité, transformation et cetera. Mais le changement, le cerveau humain le perçoit comme une menace. Il faut vraiment, se Oui. mettre ça en tête et qu'on a ce grand principe d'homéostasie qui donc qu'une cesse, c'est de ramener un organisme, un système à sa stabilité. C'est ça le Mmh. principe, naturel qui est à l'œuvre. Il y a, Will Schutz avec l'élément humain qui est intéressant de regarder, qui va nous expliquer que dans les différentes phases de ce qu'on peut fabriquer en groupe d'humains, il va y avoir la phase inclusion, la phase contrôle, la phase ouverture. Et bien dans ces différentes phases-là et plus particulièrement encore quand ça change, l'être humain va avoir des tas de peurs en fait. Dans la phase inclusion, c'est: «Est-ce que je suis important dans ce changement? Est-ce que je suis considéré ou est-ce que je suis ignoré?» Et dans la phase contrôle, c'est: «Est-ce que je vais être compétent? Ou est-ce que je vais en fait être», c'est des mots un peu caricaturaux, mais humilié. On parle de blessures, de peur d'humiliation, c'est-à-dire je vais être perçu comme carrément incompétent. Will Schutz Mmh. parle aussi de, comment un groupe va être en capacité de réguler. Est-ce que, pendant qu'on va, effectivement dérouler une transformation, je vais être capable et le groupe va me donner des espaces pour pouvoir dire: «Eh, au secours, finalement on avait dit que, mais en route on s'aperçoit que ça marche pas et cetera. Est-ce qu'on peut s'exprimer? Est-ce que moi je suis, formé pour savoir exprimer ça de la bonne façon?» Voilà. Tout un tas de choses que l'élément humain, raconte. En tout cas, il faut vraiment se dire que, il faut pas avoir peur du changement, il faut pas non plus avoir peur des résistances, il faut juste se dire que il faut les traiter. Voilà. Mmh Il mh, faut mmh mh. apprendre à savoir les traiter et qu'on a plus intérêt à apprendre à savoir les traiter et bien souvent, effectivement, on va mettre trop d'emphase sur les processus techniques, et pas assez sur l'humain. Donc alors même que voilà et moi ce que j'accompagne toujours dans ces choses-là, c'est l'équilibre. Parce qu'il n'est pas question non plus de minimiser les processus techniques et les process, c'est votre job, Marc, avec le NAAMA et la bonne adéquation, c'est vraiment l'équilibre Mmh. entre les 2, hein. C'est pas de passer d'un déséquilibre à un autre, hein. Et je Ouais, parlais ouais. de couleur, de jaune, de gens qui vont être trop dans les processus humains et qui vont oublier effectivement d'aller travailler l'efficacité des processus. Il n'est pas question de tomber d'un déséquilibre dans un autre. Ouais, ouais, ouais. Et donc si on revient sur l'équilibre de travail des processus humains, effectivement, il va falloir travailler, l'adaptation, travailler sur la sécurité psychologique dans les équipes, l'implication et l'écoute. Je juste pardon, je vous interromps, ça c'est des termes de coach. Qu'est-ce que c'est la sécurité psychologique? Alors, ça fait le lien avec ce que je disais juste avant dans le processus dans les grands principes Ouais. de l'élément humain de Will Schutz, c'est-à-dire, est-ce que je suis en sécurité dans cette équipe pour pouvoir dire: «Là, moi, je ne sais pas faire.
je ne peux pas faire, là c'est trop, Mmh mh. là j'ai besoin de voilà. Est-ce que il y a cette sécurité dans l'équipe à la fois, je me sens enfin, bah, voilà, pour pouvoir exprimer, au fur et à mesure qu'on avance, les besoins, les ressentis? Est-ce qu'il y a un management qui sait aller poser les espaces pour ça, la façon de manager pour ça, l'écoute de ça, la bonne écoute de ça et qui sait aussi aller déceler, les gens qui savent pas le dire, mais qui très clairement sont en train de pas aller très bien. Voilà, c'est tout ça la D'accord, si je sécurité. reformule, on va pas me taper sur la tête si je dis que je sais pas faire ou que j'y arrive pas, quoi. Voilà et j'ai aussi un management qui est aussi, formé à savoir, déceler les gens qui savent pas, le dire. OK. J'ai un brevet de secouriste en santé mentale que j'ai passé moi en tant que coach, qui effectivement, donne à des coachs comme moi et les managers devraient aussi passer ça, les capacités d'aller aussi déceler parce que toute personne n'est pas en capacité de savoir facilement dire: «Je vais pas bien, Oui. je m'en sors pas» et cetera. Donc c'est toujours cette double approche d'aider les acteurs à savoir faire ça, mais aussi les leaders à savoir aller, regarder, d'aller sentir que non, ça va pas bien en fait, hein. C'est ça la sécurité Mmh psychologique mh, dans mmh les mh, équipes, mmh mh. c'est fait de tous ces ingrédients-là Très et bien. donc du coup, on est en train de parler de savoir écouter. Voilà, de la capacité du manager de savoir écouter les signaux faibles, les écouter ce qui se dit, mais aussi aller écouter les signaux faibles Mmh et mh. souvent quand je parle de ça, eh ben, il y a des petites craintes ou des grosses craintes qui émergent parce que les managers se disent: «Est-ce que OK, est-ce que c'est quoi écouter, hein?» Moi j'ai l'impression d'écouter, et puis aussi si je me mets à vraiment écouter, est-ce que je vais pas perdre le contrôle? D'accord? Donc c'est vraiment dans mon rôle d'apprendre aux leaders à savoir, heu poser, alors déjà savoir ce que c'est écouter. Hem, Bien souvent on se trompe d'écoute. On écoute pour répondre. Là où en fait ce qui est Mmh. vraiment très important, c'est de savoir développer une écoute pour comprendre. Donc l'écoute pour répondre, bien souvent, bah, vous voyez la personne, elle attend qu'une chose, c'est que vous ayez fini de parler pour pouvoir pour pouvoir aller soit avoir chopé les différentes choses que vous avez dites de façon sélective parce que, bah, vous voulez aller là où ça vous arrange vous et puis, bah, pour pouvoir dire quelque chose de l'ordre du: «Oui, mais», voilà, heu, l'écoute C'est pour, ouais. c'est marrant parce que sur des choses complètement personnelles, ça m'a des fois mon épouse me parlait au début de où on se connaissait, elle me parlait de choses, puis je dis: «Bah, elle attend, que j'apporte une solution ou quelque chose» et puis pour finir, puis je voyais que ça allait enfin, clairement, je voyais que ça allait pas et puis pour finir, elle me dit: «Non, en fait, j'ai juste besoin que tu m'écoutes». Elle dit: Oui, «Ah OK». oui. Oui, parce Non, qu'en c'est OK, fait déjà, vider beh, le oui. sac. Ben oui, parce qu'en fait, votre interlocuteur lui-même ne sait pas forcément Ouais. parfois ce qu'il est en train de vouloir dire et que le fait de Mmh. simplement l'aider et donc écouter pour comprendre, ça va être, bah, rebondir non pas par des affirmations ou des oui mais par de la reformulation, des questions. Ben, en fait, c'est Mmh mh. permettre à l'autre de son idée, de se clarifier lui-même et puis pour vous, Ouais. et ben, d'entendre réellement ce qui se passe avant même d'être, Mmh. dans un forçage ou, des solutions qui vont être complètement à côté de la plaque et je dis toujours, aux gens: «Mais écouter pour comprendre, ça n'est pas forcément écouter pour acquiescer». Vous allez pas forcément être obligé de dire oui à ce qui est en train de se dire, mais au moins on est sûr d'être dans la bonne compréhension de ce qui se passe et on a tout intérêt. Ouais, ça, c'est des choses que j'ai souvent vues où, justement quand il y a des programmes de transformation, les gens effectivement ont besoin de cette écoute et même si on fait pas ce qu'ils demandent, au moins on a pris ce temps pour eux, on a pris en compte peut-être qu'on va faire les choses un petit peu différemment et cetera. Oui, C'est pas exactement ce qu'ils ont demandé, mais, elle dit: «Ah OK, j'existe, on m'a oui, respecté». oui, exactement. On a coutume aussi de dire qu'un besoin entendu, c'est un besoin qui s'apaise. Mmh, Même s'il n'est pas satisfait. Vous savez, si on ouais. va un petit peu plus loin encore et là on dépasse le champ de ce dont on est en train de parler, mais une victime entendue, c'est une victime qui Oui, s'apaise. complètement, ouais, ouais. Voilà et donc voilà, quand on comprend ça, alors le Mmh, risque après de ça, c'est de pas devenir mmh, manipulatoire. C'est-à-dire et là, c'est là où je parle de cadrer l'écoute.
C'est-à-dire d'être capable aussi en tant que leader quand on met des espaces d'écoute, individuels, collectifs, aussi de dire: «Qu'est-ce que je viens écouter? Qu'est-ce que je ne viens pas écouter? C'est quoi le produit de sortie de mon écoute? C'est quoi le souhait quand je vous écoute? Où est-ce que je vais? Pas de contrat caché». Puis je fais semblant en fait Mmh. de vous écouter, mais en fait, j'ai Mmh rien mh. enfin, vous voyez, en fait, ça devient de la manipulation. Le risque qu'il y a dans tous ces connaissances, en fait, de comment on accompagne les autres, c'est toujours pareil, hein, l'outil est formidable. La question, c'est quelle est la main qui tient l'outil? Est-ce que c'est quelqu'un qui veut faire pour le mieux ou c'est quelqu'un qui va en profiter pour manipuler? Donc, Ouais. c'est toujours important de cadrer l'écoute qu'on est en train de proposer à l'autre. Où est-ce que je vais quand je te propose de t'exprimer? Ça me fait penser, vous aviez un exemple dans Négociateurs du raid qui sont forcément dans des situations Oui, où il faut trouver des voilà, c'est chaud quoi, voilà, oui, pour bah, les en fait, mmh. c'est vrai que, du coup, le risque qu'on a aussi après, une fois qu'on avance avec cet accompagnement et qu'on on fait comprendre qu'il faut aller écouter Mmh mh, mmh. les résistances, il faut permettre à l'autre de tirer son fil, il faut cadrer l'écoute. Il y a pour autant, c'est pas une baguette magique ça. C'est pas pour Mmh autant mh. que les résistances vont forcément s'envoler et qu'effectivement il y a, un fantasme de la femme du leader que d'espérer de n'avoir que des gens qui disent amen et qui suivent et le coup d'après, ce que je dis, c'est que ce qui est plutôt intéressant, c'est de comprendre, d'apprendre à aimer les résistances en fait et à surfer dessus. Oui, ce négociateur du raid, en fait, c'était une interview que j'entendais par Pauline Léniaud, qui interviewait, Laurent, Mmh. Combe-Albert, qui est un Ouais, négociateur du RAID et qui disait: «En fait, le conflit, c'est pas le problème, c'est le point de départ». ouais. Le conflit, c'est le moment où 2 visions du monde se rencontrent et une chance de se comprendre, de créer et d'avancer et moi, je dirais même d'aller encore plus loin que si on n'était pas passé par là, en fait. Ouais, ouais, ouais. Et donc effectivement, heu, quelle chance d'avoir, un résistant en face de soi. Non, ils Là où sont on pénibles. là où on va plutôt se dire: «Ils sont pénibles», c'est quoi ce mouton noir, cet empêcheur de tourner en rond, ce voilà et c'est aussi comment une équipe, est capable d'embarquer ce mouton noir parce que bien souvent, et là on n'est plus dans les peurs, Mmh. on n'est plus dans la résistance parce que j'ai peur, on l'a vu, au démarrage de nos échanges. Là, on est dans une autre notion, c'est: «Je résiste parce que je vois peut-être quelque chose que vous ne voyez pas». Mmh. Et là, effectivement, le résistant, c'est celui qui va peut-être parler de l'angle mort d'un comité de direction, d'un dirigeant, d'un comité de direction, d'une équipe parce que, bah, le dirigeant ou le comité de direction vont être plutôt, bah, happés par, une certaine vision, une certaine angle de vue des choses et voilà, un véritable angle mort et bah, est-ce qu'on est capable à un moment donné de s'ouvrir à ça? Ou est-ce qu'on va préférer continuer à aller dans le mur et pas écouter le mouton noir? Alors même qu'effectivement, quand on écoute ces personnes-là, eh bien, on va s'enrichir, de cette vision du monde, peut-être tout ou partie de ce qu'ils racontent, et éviter d'aller dans le mur. Et puis, à ce moment-là, cette personne-là, elle est considérée, elle bascule et elle devient en fait un grand, sponsor en fait de votre, Ouais, ouais, ouais. transfo. Moi, je me souviens chez Xerox, on disait: «Le client qui râle le plus, c'est celui avec lequel on va faire le plus de business», si on veut Ah bien oui, c'est vrai. l'écouter, si on veut bien l'écouter. Parce que Oui, c'est en ouais, fait ouais. quelqu'un qui est impliqué. En réalité. Ouais. Le pire, c'est l'indifférent. Le pire, Oui, c'est l'indifférent. Voilà, donc effectivement, apprendre à aimer la contradiction, et à savoir l'écouter, à savoir la mettre en valeur, à ne pas tout prendre et à s'ouvrir à ça. d'accord, d'accord. Donc en fait, on est en train de dire que nos leaders là, qui accompagnent ces transfos, ils ont intérêt à être quand même sacrément capés et donc et on est en train de dire que Oui, le il y a un terme que j'ai appris, justement en côtoyant des coachs, et qui est très difficile, alors on parle de posture, on a connu et puis moi je suis né là-dedans en fait, il y avait
Dans les familles, c'était pareil. Il y avait le papa, voilà, qui menait la barque. Dans l'entreprise, c'était pareil. Il y avait le patron. Et là, aujourd'hui, on arrive à, peut-être parce que le niveau de compétence a monté aussi, les gens sont plus éduqués. Et du patron qui va décider, toi tu fais ça, à ce qu'on appelle le servant leader. Je sais pas comment on dit en français, Oui, mais c'est bah, le leader qui se met au service en fait de l'équipe et pas l'inverse. oui, oui. Alors là aussi, point trop d'infos, parce que, Oui. c'est effectivement l'art que le leader a de savoir jouer sur une palette posture haute, posture basse. Le servant leader, c'est celui qui est en posture basse, c'est-à-dire qui va se mettre au service, Mhm. hein, du système qui l'emmène et voilà. Hem, dans mes coachings, je vois aussi, des gens qui sont très, très forts là-dedans, mais qui, ne savent pas reprendre la posture haute et Oui, en fait, il faut savoir faire les 2. On n'est pas coach quand il y on a est quand même le patron, mot hein. leader dedans. Voilà, on n'est pas coach, hein. On peut avoir une casquette de coach et donc servant Mm. leader, coach, casquette de coach et cetera. Mais c'est toujours pareil, je le disais au début, tout n'est toujours que juste équilibre, sinon ça marche pas, hein, si on tombe d'un déséquilibre dans un autre et effectivement, si vous êtes un leader en toujours si je suis tou sur mon approche du disque avec un profil un peu vert, vous allez être très fort pour être sur ce profil de servant leader et un peu moins, pour, prendre un peu de rouge et savoir à un moment donné poser des limites, dire stop, et cetera et on a besoin en fait aussi de leaders qui, comment dire? Savent actionner la carte autorité. Pas Mais autoritarisme, mais autorité. du coup, ce qu'il y a derrière ce qu'on vient de dire, c'est que le leader doit travailler sur lui-même, Oui. heu, au moment de lancer, voire en amont, ce qui est pas facile, quoi. Voilà et c'est tout le aussi l'approche de enfin toutes mes approches que d'amener, là où il a envie, hein, là où il peut le Mmh. faire, hein, quand même le leader à travailler effectivement sur lui-même. Là là où c'est possible, là où enfin, mais ça c'est vrai dans tout coaching, on va là on prend les personnes à l'endroit où elles sont. Mais Mmh. effectivement, c'est comprendre qu'il y a un vrai accélérateur à travailler sur ce levier-là qui est le dirigeant lui-même, le ou le manager ou enfin bref, le leader, et donc ça passe par effectivement comprendre quel est son propre, profil, je parle des couleurs depuis tout à l'heure. Est-ce qu'on est un rouge, un vert, un jaune, un bleu? C'est très ça on gagne beaucoup de temps à les regarder. C'est toujours un peu réducteur, mais on gagne beaucoup de temps à les regarder un petit peu, voilà et dans ces couleurs-là, quels sont mes pièges? Quelles sont mes forces et quels sont mes pièges à éviter? On va parler d'exemplarité du leader, c'est-à-dire Mmh. est-ce que je prône, effectivement, de la collaboration là où moi je décide tout le temps tout seul et j'arrive avec des solutions packagées toutes faites où personne n'a pu être, impliqué? Comment est-ce que je dis aux équipes exprimez-vous, donc qu'est-ce qui pourrait ne pas être, OK dans ce qu'on s'apprête à faire, et puis en fait, bah, il y a aucun espace, où moi-même en fait je suis dans un espèce de soit fort, soit parfait, où on sait pertinemment que si on va dans cette voie-là, on va pas du tout être écouté. Enfin, il y a pas de notion est-ce qu'il y a une notion d'exemplarité ou pas? Et il y a ni bien ni Mmh. mal, c'est toujours pareil, il n'est pas question d'être parfait en tant que leader, il est question d'être conscient. D'ailleurs, en tant qu'être humain, il est toujours intéressant, non pas d'être parfait, mais d'être conscient de soi-même pour voir où est-ce qu'on est, pas, cohérent en fait, hein, congruent. Heu, Tout à l'heure, je vais refaire un parallèle avec un domaine personnel où ce qu'on dit souvent, c'est que les enfants, surtout petits, ils vont pas regarder enfin, ils vont pas prêter attention à ce qu'on dit, voilà, mais par contre, ils vont observer ce qu'on fait. exactement, exactement. Et il y a des fois, c'est le miroir, ça nous fait un peu bizarre. Exactement. Quand on est dans une équipe où le leader, j'en connais beaucoup, hein, des comme ça, dit, «Voilà, il va falloir prendre, savoir, écouter nos limites. Et d'ailleurs, je vous propose du coaching pour écouter, nos limites» et cetera et qui Oui, lui-même, ouais. est dans un, comment dire? Une façon de fonctionner, où il va vous envoyer des mails à 3 heures du matin, où, on Mmh. voit qu'il est au bord du craquage, et cetera. Enfin, non, ça marche pas, en fait. C'est Ouais, ouais. et l'autre façon de le faire, c'est
Et moi-même, je sais que je suis le premier à devoir faire attention parce que moi-même, je suis un work alcoolique. Voilà, ça, c'est complètement différent. Donc, il faut Mmh. apprendre à faire ça. Et donc, donner un espace où on prend soin aussi du leader et pas que des équipes pour qu'ils voient ça Ouais. et qui du coup, encore une fois, ils soient pas monsieur ou madame parfaite, mais juste conscient en disant, moi, je suis dans le champ, hein. Je dois Mmh. travailler autant que vous et n'hésitons pas à nous entraider là-dedans. Ça, c'est mes mots, mais voilà, bah, là, ça change tout. Donc il y a cette Ouais, notion ouais, ouais. d'exemplarité. Il y a aussi cette notion de risque du leader sachant. Bien souvent, j'accompagne dans des domaines très techniques, de recherche et développement, d'informatique, où les gens sont devenus, boss, heu, non pas sur leur capacité de soft skills, de management, de leadership, Mmh mais mh. parce que c'était des bons dans leur expertise technique. Alors ça, c'est Ouais, c'est quand ouais. même très très banal, hein, et du coup, ce sont des gens qui ne mettent l'emphase et qui ne croient qu'en aux hard skills, et quand vous leur parlez de soft skills tels que le management, la capacité de communiquer, de négocier, d'écouter, de faire savoir et cetera, ils vous regardent, mais en fait ils rigolent. C'est un peu Ouais, la ouais, la ouais. la sous-culture, ça. Quand j'étais en école d'ingénieur, on appelait ça il y avait les sciences dures et les sciences molles. Voilà, mais molle, c'est pas très positif, quoi, et Voilà. et 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 donc il y a tout un travail déjà à revaloriser ça chez ces managers, ces Mmh ces mh. ces leaders sachants. D'autant que, bah, plus vous avancez dans la hiérarchie et moins vous avez le temps, et c'est votre rôle, que de tout savoir. Mmh mh. Et même, vous pouvez vous retrouver à piloter des gens, qui savent des trucs que vous savez plus vous-même. Donc, Oui. quand on a surévalué, le les compétences techniques, qu'est-ce qu'on fait? Alors on est c'est donc voilà, c'est le travailler sur déconstruire un petit peu et rééquilibrer, la notion de ce que c'est qu'être leader, et ça ne s'appuie pas que sur la notion d'être sachant. Donc il y a effectivement le fait d'être, en posture basse, savoir être aussi en posture basse, heu et donc voilà, c'est toutes ces compétences qui, heu, que les accompagnements systémiques dans lesquels je travaille, bah, il faut vraiment aller prendre soin du leader pour qu'il mette en place toutes ces co voilà, c'est le point zéro, c'est le point zéro donc c'est pas toujours le cas. Il y a des accompagnements où on rentre par les équipes et le Mmh leader, mh. reste un peu extérieur. C'est pas grave, on peut quand même faire bien des choses, et au niveau des équipes. Mais alors le summum, la cerise sur le gâteau, c'est quand le 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 leader se met aussi dans le champ, du travail. Moi, ce que j'ai vu, c'est que souvent, le il y a pas mal de projets de transformation j qui bloquent pas tant par les équipes, qui finalement, après avoir râlé 5 minutes de toute façon, c'est elles qui vivent les problèmes au quotidien, donc vouloir faire évoluer les choses, elles vont être plutôt partantes, et ça va être le patron qui, parce que souvent c'est un gars, hein, d'ailleurs, hein, dans les domaines techniques. Donc le patron, va être le facteur limitant de la transformation. Oui, oui, il n'incarne pas forcément cette transformation alors même qu'il la souhaite Ouais, et ouais, ouais. qu'elle doit s'opérer. Donc c'est vraiment cette notion importante d'accompagnement systémique, et parfois j'interviens aussi, pour des cabinets de conseil justement, j'interviens pas chez le client final, je conseille des cabinets de conseil qui vont pousser des transformations. Je travaillais en parallèle D'accord, de ouais. Capgemini ou de cabinets plus petits, à être, conscient de tout ça, et donc à regarder que dans la façon avec laquelle ils vont apporter pour le Ouais. coup, des notions de fond. Moi, je suis sur la forme, notions de fond de transformation, la façon avec laquelle ils vont occulter aussi eux, toutes Mmh ces mh, mmh. notions-là, et pas se rendre compte pas être très subtil en fait dans leur approche. Récemment, je discutais avec ma fille, qui travaille pour un cabinet de conseil, et ils sont en train de pousser quelque chose chez un client où ils mettent réellement en porte-à-faux une directeur de projet qui n'arrête pas en fait de leur faire perdre du temps, de leur poser des problèmes et cetera, et ils ont pas pris soin d'aller voir
interroger cette directeur de projet pour voir dans quelle Pourquoi? mesure, Ouais. en fait, ça la met en porte-à-faux et Ouais, ouais. donc elle leur a mis un fouillis pas possible dans un SharePoint, dans lequel elle est intervenue en disant: «Ah, je sais faire». Enfin, tout ce dont je parlais de l'élément humain où, je pense qu'on est en plein dedans là. Elle on lui fait perdre ses notions de perte de compétences, perte de Ouais, ouais. contrôle, là où il a voilà et donc dans ce cas-là, moi j'ai aussi tout un travail avec les cabinets de conseil pour leur apprendre à être, conscients, en fait, de ces choses-là, pour amener, non seulement des solutions de processus et cetera, Mmh, 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 mais mmh. aussi des façons de les amener qui sont peut-être un peu plus subtiles. Bah, en tout cas, merci pour l'échange. Vous allez me dire si je résume correctement, hein. Le donc l'idée, c'était de parler de sur ces projets, grands ou petits, hein, de changement, mais qui ont une importance, en tout cas pour les gens qui sont concernés. C'est que donc comment embarquer, mais sans y aller au chausse-pied, hein, sans forcer. Donc la 1re chose, c'est travailler au niveau des équipes, hein, de les prendre en considération, et de les écouter. C'est quelque chose qui est beaucoup revenu et de manière très synthétique, la 2e chose, c'est de travailler sur le leader lui-même, quoi, et sa posture. Est-ce que c'était abrupt? Oui, Est-ce que en j'ai très correctement synthétique, c'est exactement résumé? ça et l'enjeu, c'est effectivement, bah, réussir ce qu'on entreprend, Mmh mh. heu réussir de façon durable et hem et peut-être réussir, de façon tellement plus fluide, légère, Mmh. agréable à vivre. Enfin, si on envisage effectivement ces dimensions-là, au lieu d'en suer, sang et eau, tous les jours et voilà, il y a une façon d'y arriver qui peut être autre que, ce que vous venez de dire, c'est-à-dire rentrer au forceps, Ouais. et 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 au final, les collectifs, au lieu d'être des ressources, être des problèmes supplémentaires, en fait. C'est Mmh, ça mmh l'enjeu. mh. Alors que individuellement et collectivement, on peut être des ressources à la complexité. Et j'aurais une dernière question. Vous travaillez autant avec des grands groupes qu'avec, des PME. Mis à part la taille, est-ce qu'il y a des approches ou des problématiques qui vont être différentes, dans une petite entreprise ou dans une très grande entreprise? Ou pas? Ou finalement, est-ce que c'est très similaire? Humainement, tout ce qu'on a pu décrire va se passer, il y a autant d'êtres humains, dans les petits que dans les grosses structures. Évidemment, dans les grosses structures, il y a toute une notion de politique interne, Ouais, voilà, ouais, qui vient peser, en tout cas dans l'esprit des gens que j'accompagne. Là où c'est en réalité, ça peut être un échiquier qu'il faut apprendre à savoir regarder, à considérer, ouais. et savoir jouer avec. Jouer dans le bon sens du terme, faire avec. C'est sûr que cette notion d'échiquier et de politique, est vraiment très prégnante, dans les grands groupes. Il y a d'ailleurs des gens qui ont envie d'aller dans des petites structures pour sortir de ça, pour être beaucoup Oui, plus, voilà, ne plus voilà, je il y a cette notion-là qui est vraiment, très différente. Mais ce que je disais aussi, c'est, les grands groupes, il y a beaucoup comment dire? De pare-feu, de soutien, voilà, d'aide au niveau des RH, et cetera. mmh mh. Les petites structures, ils sont dans le faire, dans le faire, dans le faire, hein et souvent dans le faire au four et au moulin. Ouais, Heu, il y a les soutiens sont vraiment il y a beaucoup plus de solitude, en fait, hein, de la part ouais, d'un dirigeant d'une PME, il est souvent beaucoup plus seul. Les ouais, managers aussi, j'entends souvent ça: «Ah mais quel bonheur de pouvoir me poser, avec vous parce que, en réalité, je suis seul au quotidien». Là où dans les grands groupes, c'est quand même dans la culture que de proposer plus mmh mh. facilement, du coaching, des échanges, les RH Ouais, qui viennent écouter, et cetera. Il y a une grande solitude dans les petites structures. ouais, ça c'est juste et j'ai quelque chose que j'ai entendu cet été où, j'ai fait une évaluation dans une petite structure. Ils sont 7 personnes, c'est des ingénieurs et juste le fait de se poser une journée, de prendre du recul et puis de voir les sujets, enfin, quelque part, ils les savaient avant que j'arrive. Mais du coup, on creuse le sujet, on prend le temps de mesurer, dire: «Bah, effectivement, il y a des solutions» et
il faut le traiter Ouais, et il y a des choses qui ont été réglées, derrière. Je dis: «Mais en fait, ça nous change la vie, quoi». ouais. Ouais, Ouais, et ouais, dans les grands groupes, il y a mais peut-être il plus fallait le prendre le temps de temps de se ça. poser. Oui. Il y a une culture de ça, il y a des structures pour ça, il y a des structures RH pour ça, et enfin des Ouais, départements RH pour ça, ouais, des business partners, on appelle ça dans les grands ouais, groupes, ouais. bah, qui est le business partner, dans les petites structures? Bah, les Mmh. personnes elles-mêmes, hein, pour elles-mêmes, donc voilà, ce qui me vient, c'est ça, pour répondre à votre question. Merci beaucoup, Sophie. Merci Marc pour cette opportunité. C'était un sujet que j'avais pas abordé, que moi j'aborde, mais sans forcément en parler. C'était intéressant de le mentionner, puis de dire, bah, effectivement, quand on va changer des choses, avoir des programmes transfo, que ce soit sur les process, les technologies, les machines et cetera, d'embarquer, les équipes, sans faire de casse. Voilà, et de prendre soin à tous les niveaux de l'humain qui est censé être une solution. Eh ben, merci beaucoup, à très bientôt. On vous retrouve sur LinkedIn. Avec grand plaisir. Merci beaucoup et à bientôt sur les réseaux. À bientôt Marc. Au revoir. Au revoir.